Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à commenter ci-dessous pour nous aider à développer cette chaîne. L'anime que je vais vous présenter aujourd'hui est complètement fou, avec des yokai et tout le reste. Alors c'est parti! Nous commençons par suivre un garçon nommé Kabane, qui est mi-humain, mi-kemono. Dans ce monde, les kemonos sont des créatures surnaturelles, et ce garçon vit isolé, jusqu'à ce qu'il soit trouvé par Inugami, un détective spécialisé dans les affaires impliquant des êtres surnaturels. À partir de là, Kabane commence à travailler avec Inugami et d'autres jeunes dotés de pouvoirs spéciaux, afin de résoudre des mystères liés au monde des kemonos, tout en cherchant des réponses sur ses propres parents et ses origines. Cette histoire mêle beaucoup d'action, des thèmes surnaturels, avec une touche de drame et d'amitié. Un jour, dans un village isolé à la périphérie de Tokyo, de nombreux événements étranges ont commencé à se produire. Des animaux mouraient mystérieusement pendant la nuit. Leurs corps apparaissaient complètement détruits, comme si une créature sauvage s'en était nourrie avec une brutalité absurde, à l'image d'un monstre affamé dévorant sans pitié. Inquiets, les habitants décident de demander l'aide d'Inugami, un détective qui enquête sur des affaires surnaturelles et qui était réputé pour résoudre ce genre de problème. Dès son arrivée, un groupe d'enfants qui rentraient de l'école commence à commenter avec enthousiasme la visite de cet enquêteur venu de la grande ville. Parmi ces enfants se trouvait Yataro, le fils de la femme qui avait engagé Inugami. Ses camarades sont très excités et lui disent qu'on ordre qu'il devrait aussi aller à Tokyo, car il est trop raffiné pour vivre dans ce coin perdu. Ils lui demandent même s'ils peuvent aller chez lui pour voir le mystérieux détective. Il répond que c'est d'accord, à condition que personne ne dérange l'invité. Ils se tournent alors vers les champs et aperçoivent un garçon à l'air plus réservé, aux cheveux foncés et portant un collier curieux, qui travaille dur dans les champs. C'est Kabane. Il avait l'habitude de beaucoup travailler dans les champs, et était donc toujours sale et dégageait une forte odeur. Yataro se moque rapidement de lui, disant que son visage est laid et que sa mauvaise odeur ne convient pas à la présence d'un invité aussi important. Pendant ce temps, Inugami est sur la route en train de s'occuper d'un pneu crevé. Heureusement, la mère de Yataro arrive avec la camionnette et lui propose de le conduire jusqu'au village. Elle lui dit qu'elle enverra quelqu'un s'occuper de sa voiture plus tard. Sur le chemin, elle raconte que la nuit précédente, un bovin en parfaite santé est mort subitement, et que les restes de l'animal étaient en très mauvais état, comme si quelqu'un l'avait complètement dévoré. Elle commente que la situation est trop étrange pour être l'œuvre d'un être humain ordinaire, et que les habitants sont tous terrifiés. Elle ajoute qu'elle n'a rien dit aux enfants, pour ne pas leur faire peur d'aller à l'école, mais que si quelque chose de pire se produit, il sera impossible de le cacher. En arrivant au village, elle emmène Inugami dans une maison de campagne où elle lui sert du thé pendant qu'il observe discrètement Yataro et ses amis qui les espionnent avec curiosité. Après leur avoir dit bonjour, ils décident de sortir pour se dégourdir les jambes. Dehors, ils remarquent que le garçon continue à travailler avec dévouement dans les champs. Ils demandent à la propriétaire de la maison si le garçon va également rester après les cours pour s'occuper des champs, et elle répond qu'elle en parlera plus tard. Plus tard, Inugami décide de se détendre dans une source thermale éloignée du village. Et là, Yataro apparaît et lui propose de lui laver le dos. Il engage la conversation et commence à dire qu'il est amoureux de la ville de Tokyo et qu'il adorerait y vivre. Lorsque la conversation commence à devenir trop compliquée, Inugami change de sujet et lui pose des questions sur le garçon des champs. Yataro le désigne par le surnom de Torotabo. Inugami trouve ce surnom étrange. Yataro explique que le garçon a une odeur très désagréable et une apparence peu amicale, et que pour cette raison, personne ne veut s'approcher de lui, sa famille le laisse travailler loin des visiteurs. Intrigué par cette histoire, Inugami décide de parler au garçon et lui demande la permission d'être son assistant temporaire, ce qui rend Yataro très jaloux. Le lendemain, le garçon est obligé de prendre un bain et va servir le petit déjeuner à Inugami. Dès qu'il a fini de dresser la table, il essaie de partir rapidement. Mais Inugami le rappelle. Il se présente et dit qu'il était là pour enquêter sur des activités surnaturelles. Il demande au garçon s'il a vu des incidents inhabituels pendant son travail. Et c'est là que le garçon se présente comme Kabane et dit qu'il vaudrait mieux qu'ils discutent après le repas, car personne ne mange près de lui à cause de son odeur. Mais Inugami répond gentiment qu'il n'y a aucun problème et que ceux qui travaillent vraiment n'ont pas à s'en soucier autant. Kabane est surpris par cette réponse, mais dit rapidement ce qu'il pense. Il croit que le responsable de la mort des animaux est une sorte de monstre, ce qui attire l'attention d'Inugami, qui lui demande comment il sait cela, car personne n'en a parlé aux enfants. Kabane révèle que c'est lui qui se débarrasse des cadavres des animaux. Il le fait pendant les nuits de pleine lune, et il est presque certain que ce monstre réapparaîtra.
En entendant cela, Inugami décide de prolonger son séjour de 5 jours jusqu'à la prochaine pleine lune, pour essayer de tout résoudre d'un coup. Pendant ce temps, il aide Kaban dans ses tâches quotidiennes, et les deux finissent par créer un lien fort. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils nettoient les égouts, s'occupent des cultures, chassent des animaux et discutent de la vie. Au cours d'une de ces conversations, Inugami remarque le collier différent que porte Kabane. Il demande à le regarder de plus près et lui demande d'où il vient. Kabane répond que c'est la seule chose que ses parents lui ont laissée avant de disparaître. En remarquant la tristesse dans le regard du garçon, Inugami révèle que ce collier est en fait une pierre de vie, un artefact magique très rare qui se forme dans des circonstances particulières. Il explique qu'il serait absurde que des parents abandonnent leur enfant et lui laissent un objet aussi précieux, ce qui indique qu'il y a peut-être quelque chose de plus important derrière tout cela. Inugami propose d'aider Kabane à retrouver ses parents s'ils sont encore en vie, ce qui ravive l'espoir chez le garçon. La nuit de la pleine lune arrive enfin, Kabane est dans la grange en attendant Inugami pour faire la veillée. Mais c'est Yataro qui apparaît le premier, plein de rage. Il attrape Kabane et commence à déverser toute sa jalousie en lui disant qu'il est un garçon inutile et malodorant, et que même ses propres parents ne voulaient pas de lui. Et lui jette encore à la figure que sa mère a dû s'occuper de lui, comme s'il était un fardeau. Kabane, déjà irrité par tout cela, réplique en disant qu'il n'a pas été abandonné. Ce qui ne fait qu'augmenter la fureur de Yataro qui lui arrache son collier et dit que ses parents n'ont laissé que cette pierre d'Iota. Mais au moment où il essaie de partir avec le collier, Kabane perd le contrôle et lui donne un coup de poing au visage et le jette loin de lui, le visage couvert de larmes. Yataro regarde Kabane et voit une créature aux yeux rouges, ressemblant à un monstre sur le point de dévorer quelqu'un. Effrayé, il court comme s'il n'y avait pas de lendemain, tandis que Kabane est en transe, mais récupère le collier et revient à la normale. Peu de temps après, Inugami arrive et trouve Kabane caché derrière un tas de bois, l'air abattu. Kabane dit qu'il n'a plus besoin d'enquêter car il sait que c'est lui-même le monstre derrière tout ça. Mais Inugami trouve tout cela très étrange et dit qu'il a quelque chose à lui montrer. Il se retourne alors et baisse son pantalon. Inugami lui demande de faire attention, car tout cela est très étrange, mais au final, il ne révèle que sa longue queue laineuse, presque comme celle d'un chien. Kabane est confus et demande ce que c'est que ce truc. Et Inugami explique tout, il dit que dans ce monde, il existe des êtres surnaturels, des démons, qui vivent parmi les humains, lui-même en est un chien raton laveur spirituel appelé Bakedabuki. Il explique également que Kabane est mi-humain, mi-démon, mais plus précisément, un hybride avec un type de créature appelé Agno, qui est un démon sans sang. Et cette étrange pierre qu'il porte est un artefact qui l'aide à contrôler ses instincts. Cela montre que Kabane n'est pas responsable des attaques, et qu'il y a une autre créature en liberté qui attaque le bétail. Dès qu'il entend cela, Kabane prend sa hache et sans réfléchir à 2 fois, dit que Yataro est dehors, complètement inconscient de ce qui se passe, et qu'il doit donc le protéger. Pendant ce temps, Yataro s'enfuit et se souvient d'un épisode qui l'a marqué dans son enfance. Quand il n'avait que 5 ans, il a poussé Kabane dans le canal et a cru avoir tué le garçon. Dans sa chute, Kabane s'est cogné la tête et au lieu de sang, une substance blanche est sortie de sa blessure. Effrayé, Yataro a couru désespérément chez lui, mais il a été choqué de voir Kabane réapparaître à l'heure du dîner, comme si de rien n'était. Il a fini par se convaincre que tout cela était le fruit de son imagination. Mais les événements actuels ont clairement montré que Kabane est bien plus qu'un simple humain, essayant de se mettre à l'abri. Yataro court jusqu'à sa maison, mais se retrouve face à une porte verrouillée. Soudain, il est encerclé par 2 horribles chiens ressemblant à des zombies, le corps complètement déchiqueté et les yeux rouges, brillant de haine. Avant que le pire n'arrive, Inugami apparaît et tire une balle dans la tête de l'un des chiens. Il crie à Yataro de couper immédiatement la tête de l'autre chien, expliquant que ces créatures sont des Collars, des êtres qui ne meurent pas si facilement. Et il explique que même après leur mort, leur corps continue de bouger, à moins de les décapiter et d'enterrer les morceaux dans un trou étroit, ce qui les empêche de se régénérer. Peu après, le chaos s'installe. Un énorme Collars se jette directement sur Inugami, qui porte Yataro dans ses bras. Inugami tente de riposter avec des coups de feu, mais la créature est rapide et l'esquive facilement, essayant de l'écraser avec une attaque directe. À ce moment-là, Kabane entre dans la bataille et se jette sur le monstre, lui assénant un coup avec sa hache.
Le combat reste intense jusqu'à ce que le Kolars parvienne à désarmer Kaban, jetant sa hache au loin. Inugami tente de renverser la situation en tirant dans le cou de Kolars, mais la peau de la créature est si dure que la balle n'a pratiquement aucun effet. C'est alors que Kaban décide de passer à l'action. Il se jette sur la créature, lui assène un violent coup de poing et enfonce son bras directement dans la gorge de la bête. Il arrache même la tête de la créature à la force de ses bras. Après cette bataille, ils enterrent les corps des créatures et retournent à l'auberge. Là, Kaban dit qu'il ne peut plus continuer à vivre à cet endroit, car maintenant, Yataro connaît son secret, et tout nouveau problème avec les monstres pourrait être de sa faute. Inugami est d'accord, et dit qu'il a quelque chose d'important à dire. Il pointe alors son arme directement sur la tête de Kaban et révèle une vérité choquante. Il a été engagé par la tante de Kaban pour le tuer. Elle a toujours connu la véritable nature du garçon grâce à sa sœur aînée, qui est sa mère, mais elle a gardé cette information secrète pendant des années. Cependant, avec les récentes attaques d'animaux, elle a craint que Kaban en soit responsable et a décidé d'agir, engager Inugami pour mettre fin au monstre caché dans sa maison, même en sachant que le véritable coupable était une autre créature. Inugami dit qu'avec Yataro en état de choc, la tante ne croirait pas une autre version de l'histoire. C'est pourquoi il devrait accomplir sa mission jusqu'au bout. Avant d'appuyer sur la gâchette, Inugami demande à Kaban s'il veut rencontrer ses parents, et Kaban se contente de sourire et répond calmement que non. Et à ce moment-là, il reçoit une balle en plein milieu du front. Avec le corps dans ses bras, Inugami retourne à l'auberge et remet Yataro, l'informant que le travail est terminé. Il s'engage également à s'occuper du corps, puis il prend la voiture et repart pour Tokyo, avec le corps de Kabane allongé sur la banquette arrière, mais en chemin, quelque chose d'inattendu se produit. Kaban se réveille soudainement et demande d'un ton confus s'il n'était pas censé être mort. Inugami lui donne un peu de nourriture et lui dit de manger à sa guise, expliquant qu'il est comme un collier, qu'il est impossible de le tuer de manière conventionnelle et que ces êtres ne sont immobilisés que pendant un certain temps, sans recevoir un bon coup à la tête. Mais dans son cas, ses blessures ont dû guérir. Après cette conversation, les deux hommes poursuivent leur voyage jusqu'à Tokyo, où Inugami emmène le garçon directement au bureau de la célèbre agence de détective Inugami. Là, il lui explique que pour les habitants du village, il est déjà considéré comme mort, c'est-à-dire que il n'a plus rien à craindre là-bas, et qu'il peut désormais rester là-bas pour travailler avec lui tout en essayant de découvrir où se trouvent ses vrais parents. Avant cela, Inugami vaporise un parfum spécial sur le garçon et lui remet le flacon, en lui expliquant que ce parfum est utilisé par les démons pour masquer leur odeur naturelle et qu'il est très puissant. Puis il demande au garçon de mettre des vêtements plus stylés et de se débarrasser de son look de campagnard. Puis il s'en va. Peu après, deux enfants entrent dans la pièce en se disputant pour savoir qui va prendre la part de pizza en premier. Ils s'arrêtent en voyant le garçon à l'air perdu, vêtu de leurs vêtements, au milieu du bureau. Ils lancent aussitôt un commentaire agressif. « C'est qui ce plouc qui porte nos vêtements ?» Inugami leur présente un nouveau membre, Shiki et Akira. Il révèle que Shiki est aussi un demi-démon, tout comme Kaban, et en profite pour expliquer que les démons se cachent généralement des humains pour protéger leur véritable identité, mais que de temps en temps, certains dépassent les limites, et c'est là qu'intervient leur service. Dès le premier contact, Shiki décide de se moquer de Kaban et lui demande son âge. Lorsqu'il apprend qu'il a 13 ans, il lui répond « Alors respecte-moi, car j'ai 14 ans et je suis plus âgé. » Et il envoie le pauvre garçon dormir sur le canapé, lui faisant clairement comprendre que c'est lui qui commande. Puis il retourne dans sa chambre. Pendant ce temps, Kabane observe Akira pendant un moment et finit par se demander s'il a besoin de quelque chose, mais en réalité, il voulait juste comprendre comment cette fille pouvait être aussi belle, ce qui irrite profondément Akira, qui répond en criant qu'il est un garçon et court vers sa chambre, plein de colère. Plus tard, Shiki appelle Kaban et lui demande de s'asseoir pour manger une pizza avec lui. Il lui dit que malgré tout, il n'est pas si méchant au point de refuser de donner à manger à quelqu'un. Il dit au garçon de manger, et c'est là que Kaban révèle qu'il n'a jamais mangé de pizza de sa vie, ce qui surprend Shiki, et le pousse à arrêter de le taquiner, et à lui dire de profiter un peu de la vie. Tout le monde va ensuite se coucher, mais Shiki reste méfiant, et commence à se demander pourquoi Inugami a décidé d'amener Kaban pour qu'il reste avec eux. Akira donne son avis, c'est peut-être parce qu'il n'a personne, ou parce qu'il a été abandonné, ou encore parce qu'il est incroyablement puissant. Décidé à découvrir la vérité, Shiki prépare un piège avec des fils de soie collants sur le chemin que Kaban emprunte pour aller aux toilettes. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, cela fonctionne, et Kaban finit par trébucher et tomber dans le piège. Shiki apparaît et tente de le provoquer en lui demandant s'il a été abandonné par quelqu'un. Mais Kaban répond fermement qu'il n'a pas été abandonné. Il fait un effort, tire sur sa jambe pour se libérer de la soie et finit par se blesser à la cheville.
Mais là, surprise, il n'y a pas de sang. La blessure guérit instantanément, enveloppée d'une étrange flamme violette, laissant Shiki complètement stupéfait. Le lendemain, l'agence reçoit une mission urgente directement de la police. Une affaire impliquant des démons. Sans perdre de temps, Inugami rassemble toute l'équipe. Ils montent dans la voiture et se rendent sur les lieux indiqués. Une fois arrivés, ils trouvent une vieille maison où une mère et son fils sont évanouis dans une pièce envahie par des millions d'insectes minuscules. La police a déjà isolé les lieux mais a perdu l'un de ses agents qui a tenté d'entrer et a été englouti par les insectes, s'évanouissant presque immédiatement. Inugami, bien sûr, passe à l'action avec sa petite équipe d'assistants juniors, observe les lieux et explique que ces insectes sont connus sous le nom de 3 insectes cadavres. Normalement, ils sont inoffensifs et ne font que grignoter la peau morte pendant que vous dormez. Mais cette fois-ci, il y a quelque chose de très étrange. Ils sont rassemblés au centre de la pièce, ce qui signifie qu'il doit y avoir un objet là-bas, qui est à l'origine de toute cette agitation. La mission est simple, retirer cet objet le plus rapidement possible. Inugami fait même remarquer qu'il pourrait entrer en toute sécurité s'il transformait tout son corps en fer. Mais ce processus prendrait du temps, et cela fait déjà 30 minutes que tout a commencé. S'il tarde davantage, la mère et son fils ne tiendront pas le coup. Shiki propose de tirer les objets avec ses fils. Un peu comme Miranya, il commence à élaborer sa stratégie, ouvre discrètement la porte et tente de lancer ses toiles. Mais au grand désespoir de tous, les insectes se mettent à dévorer la soie et tout le plan tombe à l'eau. Akira, comme toujours, est complètement terrifié par les insectes et ne peut rien faire. Il est en proie à une panique totale et, à ce stade, il semble qu'il ne reste plus qu'à attendre qu'Inugami achève sa transformation en fer et résolve le problème. Mais alors, de nulle part, Kaban propose d'entrer et se rend dans la chambre. Dès qu'il y met les pieds, les insectes l'attaquent et recouvrent tout son corps. Inugami explique que comme Kaban est un hybride entre un humain et un goût, tout comme Kaneki, son corps ne contient pas de sang, et les insectes de ce type injectent un anesthésiant pour paralyser leurs victimes. Mais sans sang, cela ne fonctionne pas. Mieux encore, ils ne peuvent pas non plus dévorer son corps, car il se régénère instantanément. De plus, à un moment donné, il a dû avoir des émotions et des sentiments envers d'autres personnes. Mais sa tante tient à le traiter de la pire des façons. Alors maintenant, il a grandi et est devenu vraiment altruiste et émotionnellement stupide. Il fait littéralement ce qui doit être fait, et cela le rend très fort, mais en même temps très triste. Le Kaban continue d'avancer, et finit par attraper l'objet au centre, qui s'avère être une paire d'escarpins rouges. Dès qu'il le fait, les insectes disparaissent, et Inugami laisse les ambulanciers entrer en courant pour sauver la famille. Plus tard dans la nuit, il explique que le plat préféré de ces insectes est la culpabilité. Et apparemment, ces chaussures ont dû être volées. Et à ce moment-là, le fils aîné de la famille est venu vers eux, les remerciant les larmes aux yeux. Il dit que sa famille est très pauvre et qu'il a une mère célibataire et que s'il n'avait pas besoin de déménager, il préférerait rester. À moins que la raison de l'attaque des insectes soit quelque chose dans la maison. Et Inugami dit que les chaussures en sont la cause et que tant qu'ils ne font pas de mauvaises choses, tout devrait bien se passer. Le frère se met à pleurer et explique que sa mère ne pense qu'à elle-même et qu'elle porte cette vieille paire de chaussures depuis des décennies. Un jour, le plus jeune frère a apporté ses chaussures pour les lui donner. Et le frère aîné savait déjà que les chaussures avaient été volées. Il a alors réprimandé le plus jeune frère pour avoir fait une mauvaise action, et le plus jeune frère a dû se sentir très coupable. Et c'est alors que les insectes ont commencé à les attaquer. Leur mère déteste les insectes, mais elle a immédiatement sauté et serré le plus jeune garçon dans ses bras. Et c'est ainsi que tout s'est passé. Il remercie tout le monde et s'en va. Et tout le monde décide de rentrer à la maison. Avant de monter dans la voiture, Kaban demande à Inugami s'il va rencontrer ses parents et travailler pour lui. Inugami commence à sourire et répond qu'en tant que détective, c'est son travail et qu'il déduira les honoraires du salaire de Kaban. Puis tout le monde rentre à la maison. Plus tard dans la nuit, Shiki s'assoit avec Kaban et lui raconte son histoire. Il dit qu'il est le fils d'un père humain et d'une mère araignée démoniaque et qu'ils se sont séparés quand il était très jeune. Kaban lui demande si elle est toujours en vie, et Shiki répond qu'il ne sait pas, et que normalement, un père essaierait de retrouver ses enfants, mais qu'il est toujours là, et que cela fait déjà plusieurs années. Kaban lui dit que ce n'est pas une raison pour perdre espoir, et qu'il est possible qu'ils essaient encore de le retrouver. Au début, lui aussi avait perdu espoir, mais Inugami l'a aidé à raviver la flamme, et maintenant, il ne laissera plus cette flamme s'éteindre. En entendant cela, Shiki se lève, et retourne dans sa chambre, et dit à Kabane de le suivre, qu'il va lui montrer sa chambre. D'autre part, nous voyons Inugami prendre un café tout en appelant la commissaire de police, Inari. Il lui dit qu'il a terminé le travail avec succès. Il lui raconte ensuite qu'il a rencontré un enfant fascinant avec la pierre de vie.
Inari est intéressé et lui demande s'il est dangereux. Inugami répond que oui, mais qu'il pourrait également être l'étoile d'espoir qu'il recherche. Le lendemain, Inugami demande à Shiki et Akira d'emmener Kabane rencontrer Inari. Kabane demande qui elle est, et Inugami explique qu'elle est un démon renard, qui occupe un poste élevé dans la police, et que, comme d'autres détectives, ils doivent souvent lui demander des informations. Avant de partir, Inugami donne un talisman spécial à Kabane, et lui dit de le garder avec lui par précaution. Après cela, ils se rendent tous dans l'autre bâtiment, et demandent à la réceptionniste de voir la commissaire, car ils doivent prendre rendez-vous avec elle. Le vieil homme tente de les éloigner, mais la jeune femme intervient, et se présente comme l'une des gardes personnelles d'Inari. Elle s'appelle Kon, et dit qu'Inari attend Kabane, et qu'elle seule peut le ramener avec elle. Ils laissent Shiki et Akira derrière eux, et entrent dans une petite salle de réunion où Inari les attend. Elle demande à Kabane de s'asseoir en face d'elle et se présente. Elle dit ensuite qu'Inugami lui a tout raconté à son sujet, à propos de la pierre de vie, et lui demande si elle peut l'examiner de plus près. Kabane, naïf comme il est, accepte, et lui remet la pierre. Elle lui explique qu'il s'agit d'une pierre rare, qui contrôle ses pulsions. Elle ajoute qu'elle et Inugami ne se sont jamais très bien entendus, mais que pour la coexistence pacifique des démons, ils ont décidé de collaborer. Elle explique qu'en tant que Kemono, ils ont besoin de se nourrir des différentes émotions et sentiments que les humains libèrent, mais qu'avec l'aide de cette pierre, ils n'auraient plus besoin d'être prisonniers de ce désir. Elle dit qu'elle va maintenant voir comment produire cette pierre en masse. Puis elle ordonne à Kon de couper la tête de Kabane, et appelle 2 officiers pour sceller cette tête dans une valise et se débarrasser du reste du corps. Elle dit ensuite à Kon d'emporter la tête dans sa chambre et de s'occuper des 2 autres garçons qui étaient avec lui. Kon répond qu'elle est comme une mère pour elle, et qu'elle obéira toujours à tous ses ordres. Elle reçoit alors une petite tape sur la tête, avant d'être qualifiée de « bonne fille », et en est ravie. Après cela, elle se transforme en Kabane lui-même, et va à la rencontre de Shiki et Akira, la valise à la main. Shiki demande au faux Kabane où il était et ce qu'il y a dans cette valise. Il répond qu'il discutait avec Inari et qu'il devrait être avec elle. Il dit qu'il doit remettre la valise dans la chambre de la dame plus tard. En l'entendant l'appeler dame, Shiki grimace devant son visage puant et lui demande pourquoi il parle ainsi de cette vieille sorcière. Cela rend Kon très irrité et son illusion se dissipe, révélant qu'il s'agit d'elle-même. Son visage se transforme alors en celui d'un renard. Elle saute ensuite sur la grille et lance une grosse boule de feu avec sa queue, puis en envoie plusieurs autres, comme une mitrailleuse. Shiki et Akira courent se cacher derrière des meubles, lui demandant ce qu'elle fait, et si elle veut mettre le feu à tout l'endroit avec tous ces humains normaux à l'intérieur. Elle répond que cela n'a pas d'importance, et que dès qu'une personne entre dans le bâtiment, elle est soumise au Jinjutsu d'Inara et cesse de ressentir ou de penser quoi que ce soit. Elle fait simplement son travail, comme il se doit. Elle recommence alors à les attaquer, et Shiki forme une barrière entre eux en tirant les différents meubles à l'aide de soie. Il tire alors secrètement sur la corde qu'il a attachée à sa valise, et l'emporte. Ils ouvrent la valise et sont effrayés par la tête de Kabane et s'enfuient pour échapper au regard de Kon. De son côté, Kon commence à paniquer, à l'idée de ne pas avoir suivi les ordres d'Inara et se met en colère. Pendant ce temps, Kabane dit à Shiki de le lancer sur Kon et qu'il s'occupera d'elle. Ils exécutent le mouvement convenu, lançant le jutsu de la tête puante de Kabane. La tête de Kabane heurte Kon et il lui mord la clavicule, la faisant perdre du sang et s'évanouir sur le sol. Le feu autour d'eux s'éteint également et ils découvrent que tout cela n'était qu'une illusion, les personnes à l'intérieur ayant été endormies. Après cela, il régénère son corps et laisse Akira voir son Excalibur et Shiki lui dit de se couvrir avec sa veste. Après cela, tout le monde sort et retrouve Inugami, qui les attend dans sa voiture, à l'extérieur. Inugami dit que tout s'est déroulé comme il l'avait prévu et appelle Inari. De son côté, Inari part à la recherche de la pierre de vie afin de pouvoir la produire en masse, mais soudain, la pierre se transforme en poupée et le téléphone d'Inari se met à sonner. Elle répond, et c'est Inugami qui lui reproche d'avoir attaqué les enfants et lui dit qu'elle doit être en train de vieillir pour ne pas pouvoir voir à travers sa technique de changement de forme. Il lui dit que la pierre de lumière appartient à Kabane et que si elle essaie de la récupérer, elle devra faire face à lui. De plus, elle lui doit désormais une faveur pour avoir causé tout ce problème, et il met fin à la conversation. De retour dans la voiture, nous découvrons qu'Inugami a donné à Kabane une fausse pierre de vie, comme un porte-bonheur à mettre autour du cou, et lui a dit de garder la vraie pierre de vie cachée dans sa bouche. Après avoir réglé tout cela, il dit qu'il devrait aller manger dehors et organiser une fête de bienvenue pour Kabane.
Shiki et Akira discutent de ce qu'ils vont manger et finissent par choisir de la cuisine chinoise et des crêpes. Sur le chemin du retour, Inugami explique à Kaban comment il trouve du travail dans ce domaine et lui dit qu'il y a des recherches sur internet et du bouche à oreille, mais que la plupart du temps, c'est grâce à leur panneau. Celui-ci émet une lumière spéciale qui attire les démons et les personnes sous leur influence, et c'est ainsi qu'ils trouvent généralement du travail par eux-mêmes. D'ailleurs, le panneau a été fabriqué pour eux, par Inari, et ils entretiennent donc une relation de collaboration avec elle malgré tout. À ce moment-là, ils aperçoivent Kon, blessé, qui marche vers eux. Shiki et Akira se mettent en position de combat, mais Kon tombe au sol et son estomac gargouille. Ils lui donnent un peu de pizza, et elle explique qu'elle est une bonne fille, et qu'Inari lui a confié une mission et qu'elle n'abandonne pas la mission en cours de route. Elle doit donc lui remettre la tête de Kaban. Elle essaie alors de l'attaquer, mais Inugami l'en empêche et lui dit de quitter la table, sinon Inari sera furieuse contre elle. Et elle devient instantanément docile, et commence à se comporter comme une gentille fille. Il lui dit alors de remercier pour la nourriture et de recycler les déchets, et il décide de s'occuper d'elle pendant un certain temps. À ce moment-là, l'homme entre dans son bureau et Kaban remarque l'odeur étrange qui l'entoure. Shiki explique qu'il s'agit d'un humain, influencé par un démon, et que cela signifie qu'ils ont un nouveau travail. L'homme s'assoit au milieu du bar, qui est à la fois un bar et un bureau, et prend un verre servi par Inugami lui-même. Il se plaint d'une fille nommée Mal, car il est tombé amoureux d'elle. Elle travaille dans le quartier rouge, et il veut lui avouer ses sentiments. Mais chaque fois qu'il l'attend dehors, il ne la voit pas sortir du bâtiment, et n'a jamais l'occasion de lui parler. En entendant parler de ses problèmes amoureux, Kaban demande pourquoi la moitié de leur bureau est un bar. Shiki explique qu'il y a longtemps, Inugami travaillait avec un associé qui voulait avoir un bar au bureau. Mais maintenant, ils travaillent ensemble, et il vaut mieux ne plus lui poser de questions à ce sujet, car c'est un sujet délicat pour lui. Pendant ce temps, Akira reprend la conversation et commence à dire que l'amour est une chose incroyable. Il ajoute que Shiki et Kaban sont le fruit de l'amour entre un humain et un démon, ce qui intéresse Kaban qui souhaite en savoir plus sur cette chose qu'est l'amour. Il s'approche d'Inugami et lui dit qu'il veut accompagner le client et l'aider à déclarer son amour, afin qu'il puisse lui aussi en apprendre davantage à ce sujet. Il veut faire cela parce que ses parents ont eux aussi trouvé l'amour, et que mieux comprendre ce sentiment pourrait l'aider à mieux comprendre ses parents. Inugami regarde son visage niais, et décide de le laisser faire, mais il demande alors à Shiki et Akira de l'aider également. Il demande aussi à Conk If si elle pourrait aider à convaincre Kabané. Une fois tout cela réglé, il dit au client que les enfants s'occuperont de sa demande et renvoie tout le monde. À ce moment-là, le client aperçoit un rat dans la pièce, et l'attrape immédiatement comme s'il était un chat. Son visage ressemble aussi un peu à celui d'un chat, et il dit qu'il collectionne ces animaux pour les offrir en cadeau à sa bien-aimée. Inugami se rend compte que cela doit être l'œuvre d'un démon félin, et dit à Akira de rester en arrière, car il a peur des choses effrayantes et dégoûtantes, comme les cadavres de rats et autres. Les autres sortent alors, et s'assoient dans un café en face du lieu de travail de Mal. Les enfants demandent à voir une photo de Mal, et il finit par la leur montrer, en disant qu'elle a dû partir, car son service est presque terminé. Étrangement, il ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle aurait déjà dû partir, et à ce moment-là, les enfants aperçoivent un démon félin sous la forme d'un chat rose, avec une queue fourchue. Ils se rendent dans la ruelle avec le client, et s'approchent du démon, disant qu'ils sont là pour l'agence de détective Inugami. En entendant ce nom, Mal dit qu'elle le reconnaît, et demande ce qu'ils veulent à une innocente chatte comme elle. Ils expliquent que le client, Hiruno, est tombé amoureux d'elle et veut lui avouer ses sentiments. Mal se transforme alors en humaine et donne un choc électrique à Hiruno, puis lui dit qu'elle va l'ajouter à sa collection, afin qu'il puisse lui apporter ses souris également. Mais il semble que sa séduction n'ait pas encore fait effet. Elle révèle alors 3 autres humains, avec des souris dans la bouche, déjà presque complètement transformés en chats. Elle dit que cela n'a rien à voir avec l'amour et que tout est dû à ses pouvoirs. Mais à ce moment-là, Kon saute du haut, comme le renard qu'elle est, et attrape Mal avec ses mains, et l'emmène jusqu'à Hiruno et lui dit de se déclarer rapidement. Il lui offre alors le sac de souris mortes qu'il avait collecté et lui raconte qu'il vivait dans la dépression, perdant espoir chaque jour, mais qu'il l'a rencontrée et qu'elle a été le premier rayon de soleil qui est apparu dans sa vie. Il dit qu'il veut rester avec elle, même si cela signifie se transformer en chat, et après cela, il les laisse tous les deux tranquilles, et rentrent à la maison pour se présenter à Inugami. À leur retour, Kon demande à Inugami de tenir sa promesse, et exige la tête du Kaban. Inugami lui demande de fermer les yeux, va jusqu'au réfrigérateur,
prend une orange et la transforme en tête avant de la lui remettre et de lui dire au revoir. Après le départ de Kon, il demande au Kaban s'il a appris quelque chose sur l'amour. Et celui-ci explique qu'il a découvert que l'amour est comme la lumière, un rayon d'espoir. Il tend à Inugami un paquet de mouchoirs en papier. Il lui dit qu'il l'a pris sur le chemin du retour comme cadeau. Il dit qu'Inugami est pour lui, comme un rayon de lumière qui lui a donné une raison de vivre, et que les gens ont tendance à offrir des cadeaux utiles dans leur lumière. C'est pourquoi il a acheté des mouchoirs en papier, car ils sont utiles. Puis il se tourne vers Shiki et Akira et leur dit qu'ils sont aussi un peu de lumière pour lui. Alors il va bientôt leur offrir quelque chose aussi. Quelques jours plus tard, Inugami révèle qu'Iruno et Mao se sont mis ensemble et qu'elle est tombée amoureuse de lui après sa déclaration. Et maintenant, ils vivent ensemble. Les humains, qui étaient sous forme de chat, devraient également revenir à la normale dans quelques semaines. Alors que Shiki se demande dans quel genre de monde il vit, Akira est surpris par Kaban, qui a réussi à résoudre sa première affaire avant lui, même s'il a rejoint le groupe bien après. Cela le pousse à se sentir inférieur à Kaban. Quelque temps plus tard, Akira s'approche d'Inugami et lui dit qu'il est devenu l'apprenti de Kaban. Shiki explique qu'il y avait un cafard dans les toilettes et que Kaban s'en est occupé. Et depuis, Akira l'appelle maître. Akira dit qu'il peut s'occuper de n'importe quelle affaire aux côtés de Kaban et demande à être embauché. Voyant cela, Inugami commande qu'il a une mission qu'il allait accomplir avec Kaban, mais que si Akira le souhaite, il peut laisser cette mission à lui et à Kaban. Il explique que des travaux sont en cours près de la rivière Shibuya et qu'ils essaient de détourner le cours de la rivière. Mais ces derniers temps, plusieurs ouvriers du bâtiment sont morts mystérieusement et leurs squelettes ont été retrouvés flottant dans la rivière. Inugami dit avoir une bonne idée de qui est derrière tout cela, car un groupe de démons indigènes vit dans cette rivière et qu'ils sont probablement très en colère contre les travaux. Shiki fait remarquer que cet endroit est plein de saleté et d'insectes, et qu'à cause des travaux, la rivière est pratiquement devenue un égout. Inugami confirme que ce sera un travail très désagréable, et demande à Akira s'il veut toujours y aller. Même s'il est dégoûté, il répond que oui, et qu'il va enfiler son équipement de nettoyage. Le lendemain, il passe sous le pont et longe la rivière jusqu'à un tunnel sombre. Kaban explique qu'ils doivent d'abord chercher les démons indigènes, en espérant pouvoir tout régler pacifiquement. Alors qu'il marche dans le tunnel, une énorme sangsue tombe sur Akira, qui se met à crier. Mais Kaban lui couvre la bouche avec sa main et lui demande de rester silencieux, sinon ils finiront par alerter tout le monde de leur présence. Il enlève ensuite les sangsues de leur tête et les jette dans la rivière. Et Akira lui demande pourquoi il n'a pas tué les sangsues. Kaban répond alors qu'il n'aime pas tuer les autres, qu'il s'agisse d'humains, d'insectes ou de monstres, sauf si c'est la seule option. En gros, il pense que ces créatures n'attaquent que pour se protéger, et qu'elles ne constituant pas une menace directe, il ne voit pas pourquoi il faudrait les tuer. En entendant tout ça, Akira se dit que Kaban est vraiment cool, et lui dit qu'il est vraiment génial. Il lui dit qu'il lui rappelle son grand frère, et commence à lui raconter un peu son histoire. Akira explique qu'il vient d'une tribu de démons des neiges qui vit dans les montagnes d'Amore. Son village avait un système très inhabituel, où tous les membres étaient des femmes, et où un seul homme naissait tous les 100 ans. C'est pourquoi ils étaient très protégés. Mais il a toujours été un enfant pleurnichard, et son frère aîné l'encourageait toujours. Lorsque les deux frères ont fui le village, ils ont fini par se séparer. Et depuis, Akira a rejoint les Inugami dans l'espoir de retrouver son frère aîné. En entendant cette histoire, Kaban demande à Akira s'il est vraiment capable de contrôler la glace, puisqu'il est un démon des neiges. Akira répond que oui, mais qu'il est très mauvais dans ce domaine, car contrôler la glace demande beaucoup de concentration. À ce moment-là, un démon grenouille géant apparaît et attrape Akira par le visage. Mais Kaban réagit rapidement et renverse la créature à l'aide d'un tuyau métallique. Le monstre tente une nouvelle attaque contre Kaban, mais au dernier moment, un petit chien raton laveur apparaît de nulle part et donne un grand coup de patte au démon grenouille, le projetant loin. Ce petit animal porte une petite bouteille remplie de sang, ainsi qu'une lettre adressée à Kaban et Akira, envoyée par Inugami, accrochée à son cou. Dans le message, Inugami révèle que les récentes attaques sont causées par des démons grenouilles qui ont complètement perdu leurs ouiseaux après avoir dévoré des humains. À cause de cela, ils constituent désormais une menace réelle et doivent être éliminés. Il conseille aux garçons d'utiliser le sang de la bouteille comme appât pour attirer les monstres et insiste sur l'importance de prendre cette mission au sérieux. Kaban répond directement qu'il est partant, mais Akira est un peu inquiet face à la situation. Kaban, qui n'a pas beaucoup d'idées, lui demande alors s'il va laisser les poules mouillées s'enfuir, mais Akira, au lieu de s'offusquer, réfléchit à son désir d'être fort et plus fiable pour les autres, et finit par prendre son courage à deux mains et dire qu'il restera là, même s'il est mort de peur.
Une fois tout prêt, les deux se rendent dans un tunnel, accompagnés par Monsieur Kaogwaxinim, et versent le contenu de la bouteille dans la rivière souterraine. Comme on pouvait s'y attendre, une foule de démons grenouilles surgit en quelques secondes et se jette sur eux. La bataille commence avec Kaban et Kaogwaxinim qui se battent, tandis qu'Akira s'éloigne et reste accoudé dans un coin, observant et réfléchissant à la manière dont il pourrait vendre le pantalon mouillé qu'il porte. Mais la situation ne tarde pas à dégénérer. Le nombre de grenouilles au visage verdâtre est absurde et elles finissent par dominer le groupe. Alors que tout semble sur le point de mal tourner, Akira se souvient de ses motivations et de son désir d'être utile. Et alors, dans un élan impulsif, il active son pouvoir élémentaire de glace. D'un seul geste, il gèle tout le tunnel, ne laissant à l'air libre que la tête de Kaban et celle de Monsieur Kaogwaxinim. Kaban reconnaît immédiatement l'exploit et félicite Akira d'avoir éliminé tous les ennemis. Bien sûr, après avoir survécu à tout cela, les deux prennent un selfie pour immortaliser le moment, tandis que Monsieur Kaogwaxinim s'éloigne des garçons et continue son chemin dans le tunnel. Là, il rencontre un ancien des démons grenouilles, et c'est là que vient la révélation. Le raton laveur était en fait Inugami déguisé pendant tout ce temps. Le vieil homme grenouille le remercie pour son aide, expliquant que ses anciens compagnons sont devenus fous après avoir consommé de la chair humaine, au point de dévorer leurs propres œufs et leurs petits. Inugami accueille alors le vieil homme, et considère que la mission est accomplie avec succès. Quelques jours plus tard, nous voyons Kaban nettoyer tranquillement le bâtiment. Il arrive au bout d'un des couloirs et se souvient de l'avertissement qu'il a reçu de l'Inugami, selon lequel il ne devait jamais ouvrir la porte qui se trouve dans ce coin. Mais en voyant des cartons qui gênent le passage, il se demande si les déplacer juste pour balayer le sol poserait un problème. C'est à ce moment-là que la porte mystérieuse s'ouvre toute seule et qu'une main blanche apparaît, tirant Kaban à l'intérieur de la pièce de manière soudaine. Plus tard, vers midi, Shiki trouve le balai jeté par terre et va parler à Inugami de ce qui s'est passé. Il lui dit où il a trouvé l'objet et se montre très inquiet de la disparition de son ami Kabané. En entendant cela, Inugami s'inquiète et court immédiatement vers la chambre au bout du couloir où il entre avec d'autres enfants. En ouvrant la porte, ils sont confrontés à une scène totalement bizarre. Un garçon extrêmement pâle est assis sur une chaise de gamer très confortable devant un méga setup avec 6 écrans allumés. Mec, j'aimerais vraiment avoir un setup comme ça, mais bon. Kaban s'assoit par terre à côté de lui, prend quelques bouteilles d'eau et des boîtes de conserve et commence à tout ouvrir calmement en lui proposant d'en prendre. Inugami observe et commente que c'est exactement ce genre de choses qui l'inquiétait. Il appelle alors le garçon par son nom, Mihai, et lui demande d'enlever ses écouteurs. Mihai regarde Inugami et lui dit bonjour de manière décontractée, puis lui demande sans détour pourquoi il ne lui a jamais dit qu'il avait un esclave aussi obéissant et facile à dresser. Shiki et Akiri, stupéfaits, lui demandent s'il vivait là depuis toujours, et le type confirme sans problème, se présentant comme Mihai, le vampire. Il explique qu'il est responsable de la technologie de l'agence, tant au niveau de l'information que de la communication, et sans perdre de temps, il annonce qu'à partir de ce moment, Kaban est officiellement désigné comme son esclave personnel. Inugami, avec son air de celui qui sait où cela va mener, lève les yeux au ciel et invite les trois à sortir avec lui. Dehors, il commence à mieux expliquer la situation et raconte que Mihai était son partenaire dans le passé et qu'il est un vampire de très haut niveau. Il fait partie du top 10 des démons. Il a des capacités physiques absurdes, des connaissances hors du commun et un charisme presque hypnotique. De plus, ils ne vieillissent pas après avoir atteint leur apogée et sont pratiquement impossibles à tuer. Comme si tout cela ne suffisait pas, Mihai déteste s'ennuyer. Alors pour échapper à l'ennui, il s'est consacré à étudier et à maîtriser pratiquement toutes les professions ou compétences qui se présentaient à lui. Mais après avoir tant appris et expérimenté, il s'est lassé du monde lui-même. Et, pour ne pas finir par devenir le méchant de l'histoire principale, Inugami a décidé de le faire entrer dans l'agence. C'est là que Mihai s'est pris de passion pour sa nouvelle addiction, les jeux gacha japonais. Et je ne vais même pas le juger parce que les gachas sont trop bien et rendent complètement accro. Mais bon, maintenant, il passe ses journées dans sa chambre à jouer, comme moi. Mais il n'est pas seulement un joueur accro, il est aussi un maître de la technologie et a été chargé de créer le site web de l'agence. Il veille également à protéger toutes les données importantes contre des menaces telles qu'Inari. Avant de le laisser seul, Mihai prévient que si vous voulez une vie tranquille, il vaut mieux rester loin du couloir. Le lendemain, la scène change et Kaban réapparaît, agissant comme un employé ultra obéissant et servant son nouveau maître. Shiki et Akira font irruption dans la chambre du vampire et lui ordonnent d'abandonner cette idée folle de transformer leur fils en esclave. Mihai, avec son air déjanté, répond que d'accord,
il peut libérer Kaban, mais seulement s'ils parviennent à le battre à un bras de fer. Shiki accepte sans réfléchir et les deux se positionnent. En quelques secondes, Mihai le met à terre comme si de rien n'était. Akira, voyant cela, n'essaie même pas et refuse catégoriquement. Kaban demande s'il peut également participer au bras de fer, et Mihai répond sarcastiquement qu'il est de son devoir de satisfaire les demandes de ses esclaves, puis ils battent Kaban sans effort. Un peu plus tard, en début d'après-midi, Kaban est chargé d'aller acheter les ingrédients pour le dîner. Alors qu'il marche dans les rues, il commence à réfléchir à la nécessité de devenir plus fort s'il veut protéger ses amis de l'agence. Il pense que s'il reste faible, il ne pourra pas protéger ceux qui sont devenus importants pour lui. Ses idées s'accumulent dans son esprit pendant qu'il marche, jusqu'à ce qu'il décide de faire une pause dans un parc et de s'asseoir sur un banc. Là, il se demande s'il ne devrait pas commencer à s'entraîner plus sérieusement, et c'est à ce moment-là que Kon apparaît, tombant d'un arbre juste derrière lui. Elle se retourne et voit Kaban assis tranquillement, et lui demande ce qu'il fait là tout seul. En voyant Kon, Kaban pense qu'elle est venue à cause de sa tête, et s'ose de la tromper. Il ferme la fermeture éclair de sa capuche pour faire semblant de ne pas en avoir, mais Kon n'est pas dupe et lui dit qu'elle ne se laissera pas avoir une nouvelle fois. Voyant Tom triste, elle lui dit que cela n'a plus d'importance, car Inari n'a plus besoin d'elle. Elle explique que lorsqu'elle est allée livrer la tête de Kaban, Inari était déjà avec un autre démon renard, et n'a même pas pris la peine de lui prêter attention. Kon dit que dans l'état actuel des choses, elle ne peut même pas rentrer chez elle, car elle a l'impression d'avoir été une mauvaise fille. Kaban suggère qu'ils se battent, et les deux se lancent dans un combat physique direct, sans trop discuter. Au début, ils échangent des coups de manière équilibrée, mais ensuite Kon monte sur lui et commence à lui donner des coups de poing au visage, le traitant de sale type. Mais Kaban réagit avec un coup de tête précis qui projette Kon au loin, la faisant tomber par terre, le nez en sang. Elle se met à pleurer, et entre deux sanglots, dit qu'elle comprend maintenant pourquoi Inari l'a rejetée, parce qu'elle est trop faible, ne sachant pas trop quoi faire. Kaban lui tient la main pour tenter de la réconforter. Elle continue de pleurer jusqu'à s'endormir là, et les deux restent ensemble sur le banc jusqu'à la tombée de la nuit. Quand elle se réveille, il fait déjà nuit, et Kabane lui dit que si c'est trop difficile de retourner chez Inari, elle peut venir vivre avec eux dans la maison d'Inugami. Mais Kon répond que ce n'est pas possible, car Inugami est un démon de type Tanuki, et elle est un démon de type Kitsune, ce qui l'empêche de vivre là-bas. Malgré tout, elle le regarde avec des yeux brillants, et lui dit qu'elle ne verrait pas d'inconvénient à vivre avec lui là, dans le parc. Elle ajoute qu'il y a suffisamment de moineaux et de tambours pour qu'elle ne souffre jamais de la faim. Kabane explique qu'il doit terminer sa tâche, acheter les ingrédients et les ramener à la maison. Et Kon lui demande s'il s'agit d'une sorte de mission. Il répond que c'est une sorte de devoir et promet qu'il reviendra la chercher dès qu'il aura terminé. Il dit que cela ne prendra pas longtemps et ils se mettent d'accord et se font une promesse. Elle dit alors qu'elle l'attendra et lâche sa main. Ailleurs, Inugami est surpris de voir Mihai hors de la chambre. Mihai explique qu'il s'est blessé à la main en faisant un bras de fer avec Kabane et qu'il lui faudra une semaine pour guérir. Alors en attendant, il va passer le temps à s'amuser avec ses esclaves. Peu après, il trompe Inugami et l'enferme dans la chambre à l'aide d'un clavier piégé qui explose si on le touche. Lorsque les autres arrivent, Mihai leur dit qu'Inugami est occupé par un autre travail et qu'il leur a laissé une mission spéciale qu'il a lui-même trouvée. Shiki est enthousiaste et dit qu'il veut tester sa nouvelle technique. Il montre comment il parvient à réchauffer l'atmosphère, au point de transpirer abondamment et de devenir invisible. Il dit avoir vu un article sur internet à propos d'insectes qui imitent des objets et s'être demandé si sa soie ne pourrait pas faire de même. Tout le monde se prépare alors pour la mission, et Mihai explique que la cible cette fois-ci est une entreprise appelée Bugbite Electronics. Il y a 3 ans, 16 employés de la société ont été placés en détention dans l'une des usines. Mais l'année suivante, ce nombre est tombé à 0 et l'entreprise a renoué avec les bénéfices. Leur mission est de comprendre comment cela s'est produit. Ils se divisent donc en 2 groupes. L'équipe A est composée de Kabane et Akira, qui resteront à l'intérieur du bâtiment, et l'équipe B est composée de Shiki et Mihai, qui entreront à l'aide d'un chariot télécommandé à la technologie avancée. Ce chariot, appelé Mihai Magnum, servira à ouvrir les portes à l'intérieur. Lorsqu'il pénètre dans le bâtiment, Shiki remarque une lumière provenant d'une des pièces et jette un coup d'œil à l'intérieur. Il y voit plusieurs personnes travaillant en rangée, ressemblant à des zombies, fatigués et sans vie, comme nous qui sommes salariés. Et soudain, l'un des employés sort en courant de la pièce, désespéré, criant qu'il veut démissionner, mais il est rapidement intercepté par la directrice, Erika. Elle l'emmène dans la salle de consultation des employés et lui demande de se détendre. Shiki les suit discrètement, sans être vu. À l'intérieur, un démon moustique enfonce une paille dans l'oreille du type et commence à lui sucer le cerveau. Erika et ses 2 sœurs, qui travaillent également dans l'entreprise, sont toutes des démons moustiques
qui contrôle tout là-bas. Mihai en conclut qu'elles se nourrissent du cerveau des gens, mais laissent leur corps fonctionner en mode automatique, comme s'ils étaient des zombies. Ainsi, personne ne se plaint du travail, et en voyant cette scène bizarre, Akira s'évanouit. Shiki évalue la situation et se rend compte que les ennemis sont trop forts pour qu'on puisse les affronter seuls. Il suggère donc au groupe de battre en retraite et de rentrer chez eux, en attendant le retour d'Inugami pour décider de la marche à suivre. Alors qu'il marche pour rejoindre la cabane, Mihai commence à s'énerver contre Shiki parce qu'il est trop calme et raisonnable. Il décide alors de semer le trouble exprès et commence à courir avec Mihai Magno contre le mur, comme une femme chinoise. Et Erika entend le bruit et sort pour voir ce qui se passe. Elle trouve le petit chariot par terre, le ramasse et jette un œil autour d'elle par mesure de précaution. Les deux autres la suivent et décident de se préparer à inspecter tout le bâtiment, tandis que Shiki se cache dans un coin comme le petit insecte qu'il est. Après leur départ, il pense qu'il doit se dépêcher de rejoindre les autres, avant de se transformer en un idiot sans cervelle comme le Cabane. Mais alors, Erika le trouve avec son énorme tête de moustique et lui dit que sa sœur leur a interdit de tuer quelqu'un pour rester hors de vue d'Inari. Mais vu les circonstances, elle dit qu'elle devrait le tuer, ou au moins le transformer en singe sans cervelle. Alors qu'elle se penche pour lui manger la cervelle, Mihai lui donne un choc électrique dans les yeux, à l'aide du mode électrique du chariot, et demande à Shiki pourquoi il est assis là. Mais à sa grande surprise, Shiki respire fort et semble plus effrayé que d'habitude. Il se rend compte que Shiki souffre d'un traumatisme et que son attitude de dur à cuire sert à cacher sa faiblesse. Fort de cette découverte, Mihai commence à sourire et dit qu'il va faire de lui un jouet amusant, tout en respirant difficilement. Assis là comme une statue, Shiki se souvient de son enfance lorsqu'il était avec sa mère. Il se demande comment ils se sont séparés, mais il sait qu'il était extrêmement effrayé par les choses sinistres. Et s'il ne s'en souvient pas, cela doit signifier que quelque chose de terrible s'est produit. D'autre part, nous voyons Mihai dire à Kaban et Akira d'aller sauver Shiki. Il les emmène voir la sœur de l'autre démon, Momoka. Pendant ce temps, il commence à effrayer encore plus Shiki en lui décrivant ce qui va se passer s'il ne bouge pas. Cela rend Shiki tellement furieux qu'il finit par endommager le chariot joué d'un coup de poing. Ce coup de poing le réveille également et il décide enfin de riposter. Il augmente son invisibilité et échappe à la dame aux moustiques, la forçant à utiliser son pouvoir spécial qui lui permet d'augmenter sa sensibilité et de détecter différentes traces telles que le dioxyde de carbone, la température corporelle et la sueur. Elle était presque comme un prédateur. Mais Shiki utilise cela à son avantage et la désoriente en entourant toute la zone de ses fils, finissant par la capturer dans une solide toile d'araignée. Après cela, il saute du plafond et atterrit sur le visage d'Erika, qui a des yeux d'insecte. Après l'avoir renversé, il tombe au sol et se félicite d'avoir gagné. Il se souvient du moment où Inugami lui a dit qu'il avait des informations sur ses parents, lui a demandé s'il voulait les connaître, mais Shiki a refusé d'en parler, disant qu'il était à l'aise avec sa nouvelle vie à l'agence et qu'il ne voulait pas connaître son passé. Il se demande s'il va enfin pouvoir gérer le reste de la conversation avec Inugami et décide de lui poser la question une fois la mission terminée. À ce moment-là, Kaban et Akira arrivent en traînant Momoka par les cheveux, comme deux sauvages. Ils l'attachent avec le matériau blanc et collant de Shiki et se demandent quelle sera la prochaine étape. Mais calme-toi, c'est la toile que Shiki fabrique, ne pense pas à des bêtises. Kaban dit qu'ils doivent certainement se battre maintenant, car ils sont 3 contre 1, et Shiki dit qu'il est d'accord. Car s'ils partaient maintenant, ils effaceraient toutes les preuves, rendant inutiles les données collectées par Mihai. Pendant qu'ils discutent de tout cela, la sœur aînée des insectes, Erika, entre par l'autre côté du couloir. Elle traite ses sœurs d'inutiles pour avoir perdu contre 2 comptoirs comme eux et un chariot jouet, car même elle sait qu'Akira est totalement inutile et ne compte même pas sur lui. Elle s'approche et leur demande s'ils pourraient tout oublier et partir sans poursuivre cet incident. Mais Kaban répond que c'est hors de question, car le nombre de personnes qu'elles ont blessées est immense et que c'est leur travail de les arrêter. Erika répond que les négociations sont donc rompues et qu'elle devra s'occuper de tout toute seule. Elle demande quel cerveau elle va sucer en premier et elle fait tourner une roulette mentale dans sa tête. Et le sort tombe sur ses propres sœurs. Elle commence donc par Erika, puis enchaîne avec Momoka, s'occupant d'elles toutes les deux toutes seules. Après cela, elle se transforme complètement, prenant sa forme de moustique démoniaque, et commence à marcher vers les enfants. Kaban se rend compte que Shiki est trop fatigué pour gérer tout cela, tout comme Akira. Il s'avance donc lui-même vers elle, et tente d'attaquer ses organes vitaux.
mais Erika le retient avec ses bras répugnants et lui transperce la poitrine avec sa bouche de paille. Shiki rassemble suffisamment de force pour courir vers elle, mais il est immédiatement renversé d'un coup violent. Akira s'en offense et lui demande comment il ose tomber avant lui. Dans un accès de rage, il se prend pour un Pokémon et tente d'utiliser une attaque de glace, mais sans succès. Erika l'endort alors doucement d'un coup bien placé de l'une de ses pattes velues. Avec ses deux amis hors d'état de nuire, Kaban ne sait plus quoi faire, mais il se souvient de son désir de devenir plus fort. Il comprend qu'avec le pouvoir qu'il possède actuellement, il n'est pas capable de gagner, mais il force quand même son corps à résister, ce qui finit par lui valoir plusieurs os cassés. Malgré cela, il continue d'insister, jusqu'à ce que Mihai décide de le conseiller sans utiliser aucun jutsu. Il lui explique que la raison pour laquelle Kaban n'a pas réussi à le battre au bras de fer, tout comme il ne parviendra pas à vaincre Erika, est précisément parce qu'il force son corps au-delà de ses limites, ce qui finit par lui casser plusieurs os. De plus, il souligne que le véritable problème de Kaban est qu'il réprime sa nature démoniaque et ne se bat qu'avec sa force humaine. S'il veut vraiment protéger ses amis, il doit accepter ses instincts, libérer son côté démoniaque et utiliser tout son pouvoir pour mettre fin à la menace qui se trouve devant lui. Réfléchissant à cela, Kaban regarde en arrière et se demande ce qu'il veut vraiment faire au fond de son cœur. Et la réponse lui vient. Il veut arracher les bras répugnants d'Erika et sauver ses amis. Il pousse alors un cri, cherchant à se transformer en Super Saiyan, et finit par y parvenir, réussissant à lui arracher les bras. Erika tombe en arrière, et il lui demande si elle a besoin d'aide, tout en tenant ses bras. Peu après, il observe son propre pouvoir et se rend compte qu'il est en réalité absurdement fort. Il s'approche d'Erika avec l'intention de l'achever, mais Inugami apparaît, sortant de la chambre. Il lui parle, tenant Mihai Magno et félicite Kaban pour son bon travail, puis lui dit qu'il est temps pour eux de rentrer, car la mission est terminée. Ils vont transmettre des informations à Inari et la laisser s'occuper du reste. Kaban répond par un « Ok ». Et à ce moment-là, le nouveau jeune démon renard, que Inari a nommé d'après Kon, apparaît. Il se présente sous le nom de Nobimaru et dit qu'il va s'occuper du reste. Il s'approche d'Erika, plante quelques graines de feu dans son corps, claque des doigts et la brûle complètement. Après cela, il fait de même avec les autres sœurs, les réduisant toutes en cendres. Il échange ensuite quelques mots avec Kaban, lui demandant ce qu'il pense de les avoir toutes éliminées, et lui recommande de ramener son amie araignée à la maison, car elle semblait très abattue et déshydratée. Avant de partir, Nobimaru révèle un autre secret à Kaban. Inari n'a pas renoncé à la pierre de vie de Nobimaru, qui suit Kaban depuis un certain temps sur ses ordres, et il explique qu'irriter Inugami serait très mauvais pour eux. C'est pourquoi il n'a pas l'intention d'utiliser la force pour récupérer la pierre, mais si Kaban décide de la lui remettre de son propre chef, Inugami n'interférera pas, et c'est exactement ce sur quoi mise Inari. Il conseille également à Kaban de rester vigilant, car les démons sont très rusés, et Kaban assure qu'il fera attention. Nobimaru avoue alors qu'en réalité, il déteste Inari, et que c'est la véritable raison derrière tout cela. Après cela, tout le monde quitte le bâtiment de l'entreprise et rentre chez soi. Akira est furieux contre Mihai, car il a menti sur le niveau de difficulté de la mission. Mihai se défend, en disant qu'en réalité, il devrait le remercier, car il ne voulait pas évoluer sous le commandement d'Inugami, qui ne leur confie que des tâches faciles et les protège en coulisses. Inugami admet que c'est vrai, et que les garçons ont grandi plus qu'ils ne l'imaginaient. Mais il prévient Mihai que s'il essaie de refaire ce genre de choses, il le renverra en Roumanie, emballé dans de la glace. Après cette conversation, tout le monde va se coucher, et Mihai commande que, à moins qu'ils ne veuillent en le tuer, ils devront trouver de nouvelles façons de le divertir, et dit qu'il a apprécié les garçons, et qu'il leur transmettra peut-être un peu plus de sa sagesse un jour. Plus tard dans la nuit, Kaban vérifie le rythme cardiaque de Shiki et Akira, et est soulagé de constater qu'ils sont en vie. Le lendemain matin, il suit Shiki, l'air pensif, comme s'il était sa mère. Il semble oublier quelque chose, jusqu'à ce qu'Akira lui pose la question, et il se souvient soudain de la promesse faite à Kon, et quitte la maison en courant pour la voir. Il se rend au parc, l'appelle, et Kon tombe d'un arbre, comme une pomme tombant d'une branche. Elle lui demande pourquoi il a mis autant de temps, puisqu'il devait seulement déposer les ingrédients à la maison. Et il explique qu'une mission imprévue s'est présentée, que les choses se sont enchaînées, et qu'il a fini par l'oublier. Cela la rend très triste, et pour aggraver les choses, 2 poissons tombent également de l'arbre, et elle raconte qu'elle les avait pris pour qu'ils les mangent ensemble, mais qu'ils sont maintenant gâtés, puisqu'il n'est finalement pas arrivé à temps. Kaban est très triste pour elle, et essaie de la consoler. Pendant ce temps,
Nobimaru observe de loin et murmure que Kabane devrait être plus prudent. D'autre part, Shiki s'approche d'Inugami et lui dit qu'il veut parler de ses parents, car il se sent maintenant prêt à entendre la vérité. Le lendemain, tout le monde se rend dans la ville natale de Shiki pour rencontrer son oncle. Shiki raconte qu'avant de se séparer de sa mère, il vivait dans cette ville, puis qu'il est allé vivre avec son oncle à Tokyo. Quand ils arrivent en ville, Inugami se rend à l'auberge pour réserver des chambres pour eux, tandis que les enfants entrent dans une boutique de souvenirs pour acheter quelques articles. Kabane trouve un vieux livre d'histoire folklorique et parle de la légende de Shiji. Il s'intéresse au livre et Shiki explique que ce folklore est bien connu dans la région. Tout le monde commence à lire l'histoire et découvre qu'il y a longtemps vivait un garçon nommé Shiji. Un jour, en rentrant chez lui après le travail, il aperçut une énorme araignée qui fouillait dans sa pile de nourriture. Shiji fut généreux et partagea sa nourriture avec l'araignée, lui disant de se servir à sa guise. Le lendemain matin, à son réveil, il a trouvé sa cabane en ruine, envahie par des fils d'araignées dorées. À partir de ce moment, il a commencé à vendre cette soie précieuse, est devenu riche et a vécu heureux pour toujours. Shiki commente qu'il existe des histoires comme celle-ci un peu partout, et peu après, il remarque qu'un garçon aux cheveux roses l'observe depuis la porte du magasin. À ce moment-là, Inugami apparaît aux côtés d'Akiyo, disant qu'il a réussi à le trouver plus tôt que prévu, et tout le monde décide d'aller dans la forêt près d'une rivière pour s'asseoir et discuter. Pendant la marche, Shiki entend une voix familière l'appeler, mais il pense qu'il imagine des choses. Une fois installé, Akio se présente comme un chercheur en folklore qui cherche à dévoiler les vérités cachées dans les légendes. Shiki révèle alors que même si Akio est un humain ordinaire, il connaît l'existence des démons, mais préfère ne pas trop les fréquenter afin d'éviter les problèmes. Akio commence à taquiner Shiki, mais celui-ci se souvient rapidement qu'ils sont là pour parler de sa mère. Akio commence alors à raconter une histoire. Il explique que tout s'est passé il y a longtemps, quand ils étaient encore jeunes, et sortait souvent avec son frère aîné, qui était le père de Shiki. À cette époque, il faisait des recherches sur la légende de la toile dorée, et parcourait la forêt, à la recherche d'indices. C'est alors qu'ils ont rencontré la mère de Shiki, Kumi, qui était en fait un démon, mi-araignée. Elle dit alors à Shiki qu'il y a des choses qu'elle lui a cachées jusqu'à présent, mais qu'elle pense que le moment est venu de les lui révéler. Inugami emmène alors les autres enfants loin, permettant à Shiki d'avoir une conversation sincère avec son oncle. Après un moment, Shiki les rejoint à nouveau et révèle que ses parents sont décédés. Son père est mort avant même sa naissance et sa mère est tombée malade et est décédée alors qu'il n'avait que 5 ans. Il explique qu'il ne se souvient peut-être pas de tout, parce qu'il a été très bouleversé après avoir vu le corps sans vie de sa mère, alors qu'il était encore très jeune. Bien qu'il essaie de rester ferme et de forcer un sourire devant les autres, Okaban comprend ce qu'il ressent et l'invite à sortir. Inugami s'inquiète pour Akio et part à sa recherche pour voir comment il va, tandis que les enfants en profitent pour se détendre dans un bain public chaud et s'amuser un peu. Alors qu'ils essaient de trouver des moyens de remonter le moral de Shiki, Nobimaru arrive en exhibant son Excalibur et se plaint qu'ils auraient dû les prévenir avant de quitter la ville, car il a mis beaucoup de temps à les rattraper. Puis, il montre ses oreilles, en forme de queue de renard, surprenant Shiki et Akira, qui ne le connaissaient pas encore. Il remarque ensuite que tout le monde a l'air abattu et suggère qu'ils sortent explorer la région et profiter un peu des lucioles à la lisière de la forêt. Peu après, tout le monde part dans la forêt et observe les lucioles tandis qu'Okaban remercie Nobimaru pour son idée. Nobimaru demande à Okaban s'il ne ressent aucune satisfaction maintenant que les parents de Shiki sont morts, car si Okaban avait découvert en premier que ses parents étaient morts, alors que ceux de Shiki étaient encore en vie, il n'aurait peut-être pas pu être vraiment heureux pour lui. Mais Okaban répond qu'il ne comprend pas de quoi il parle. Alors que Shiki s'approche d'un arbre à l'aspect effrayant et commence à revivre des souvenirs de son enfance, Okaban et Nobimaru le rejoignent et lui demandent à quoi il pense, et soudain, il s'enfuit en courant dans la forêt. En chemin, il trébuche sur une pierre et traverse un ruisseau. Guidé par ses souvenirs, il se rappelle que lorsqu'il était petit, il jouait souvent avec sa mère dans ce bois, mais qu'elle s'absentait toujours pendant un certain temps pour rendre visite à son oncle à cause de son travail. Il l'attendait toujours, mais un jour, elle n'est pas revenue. Impatient, il a décidé de la suivre pour découvrir où elle était allée. Il finit par trouver un bâtiment caché au milieu de la forêt, et en entrant, il vit une scène horrible. Sa mère était attachée à une table, tandis qu'un monstre grotesque la dominait. Il a crié puis s'est évanoui sur place. Plus tard, lorsqu'il a repris conscience,
Il se trouvait dans la chambre de son oncle qui lui a dit que sa mère était tombée malade au travail et qu'elle devait donc rester seule jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Pendant des années, il vécut avec son oncle, évitant de trop s'impliquer dans ce qu'il faisait, ou de poser des questions sur le travail de sa mère, de peur de découvrir une vérité terrible et douloureuse. Tout le monde arrive à ce bâtiment. Et Nobimaru remarque que l'endroit ressemble à un laboratoire utilisé pour la reproduction artificielle, expliquant que dans le passé, il y avait des rumeurs sur une soie médicinale qui pouvait guérir n'importe quelle maladie, et même être utilisée comme substitut d'organes humains. Cette soie était commercialisée sur le marché, et provenait d'hybrides entre des humains et des démons. Mais toute l'affaire a été étouffée par Inugami il y a environ 1 an. Shiki se souvient que c'est exactement à cette époque qu'Inugami a parlé pour la première fois de retrouver ses parents, mais qu'il avait refusé de donner plus de détails. Il affirme qu'il n'attendra plus et qu'il est temps de se venger de son oncle pour avoir blessé sa mère. Il dit qu'il va le tuer et demande aux autres s'ils vont l'en empêcher. Mais le Kaban répond que non et demande même où ils veulent enterrer le corps. Pendant ce temps, Inugami appelle Akio et l'emmène dans la forêt pour discuter. Il révèle qu'il est au courant de toutes les recherches qu'il menait et que c'est lui qui a empêché la publication de ses études au fil des ans. Akio est furieux et lui demande pourquoi il a fait cela, puis commence à lui raconter toute la vérité. Il explique que lorsque lui et son frère ont rencontré Kumi, ils ont réalisé que la légende de la toile dorée était réelle et que derrière elle se cachèrent des araignées, qui étaient en fait des araignées démons comme Kumi. Pour son frère, cette découverte était suffisante et il est tombé amoureux d'elle. Mais pour Akio, le désir était de conquérir ce pouvoir pour lui-même. Puis, un jour, son frère a eu un accident dans la forêt et est mort. Mais à cette époque, Kumi était déjà enceinte de Shiki. Et quelque temps plus tard, Kumi a cherché Akio avec un bébé qui avait attrapé la grippe. Dans le monde humain, cette maladie est facilement traitable, mais dans le monde des démons, il n'existait aucun remède. Il a fini par emmener le bébé dans un hôpital humain, où Shiki a pu se rétablir complètement. Mais à ce moment-là, Kumi a réalisé que même si elle voulait vraiment élever son propre enfant comme un démon, cela serait extrêmement compliqué pour elle. C'est alors qu'il lui a proposé de lui permettre de continuer à mener ses expériences sur elle, en échange d'une somme d'argent importante. Kumi, désespérée de garantir le bien-être de son fils, accepta immédiatement et, avec un sourire, dit qu'elle serait capable de tout faire pour lui. Après cela, il poursuivit ses expériences, testant toutes les espèces de créatures possibles dans la forêt, toujours en partant du principe que la célèbre toile dorée était en fait le résultat d'une mutation rare. Au cours d'une de ses expériences, le jeune Shiki a fini par trouver Kumi, et en étant témoin de cette scène choquante, il a été complètement traumatisé. Il a fini par être emmené loin de Kumi, mais les expériences n'ont pas cessé pour autant. Au contraire, elles ont continué à s'intensifier, au point que Kumi elle-même a fini par s'effondrer physiquement et mentalement. Mais finalement, il réussit à atteindre son objectif, créer la légendaire toile dorée, célèbre pour sa capacité à guérir absolument tout, même les maladies incurables, comme les cas graves de manque d'enthousiasme et même la dépression profonde chez ceux qui la voient. Dès qu'il eut entendu tout cela, Inugami prit son téléphone portable et révéla qu'il avait transmis toute cette conversation à Shiki, et lui dit même de faire ce qu'il voulait de cette information. Sans hésiter, Shiki utilisa sa toile pour hisser l'arc-en-ciel au sommet d'un arbre, décidant de le pendre jusqu'à ce que mort s'ensuive. Désespéré, il a commencé à supplier pour sa vie, demandant à Inugami comment il pouvait permettre à des enfants de prendre la vie de quelqu'un comme ça. Mais Inugami a répondu de manière froide et directe que c'était simple. Si vous êtes prêt à tuer d'autres personnes, vous devez également être prêt à mourir. Peu après, Akira est sorti de la forêt en pleurant et paniqué, demandant où tout le monde était. Il se plaignit que les téléphones de tout le monde étaient occupés tout le temps, qu'il faisait trop sombre, et avoua qu'il avait très peur d'être attaqué par un animal sauvage, comme un ours ou quelque chose du genre. Inugami a essayé de le calmer, mais à ce moment-là, il a remarqué, derrière Akira, un énorme serpent blanc surgissant de la forêt. Sans hésiter, il a tiré sur la tête du serpent, mais il a quand même été mordu au bras, et quelques secondes plus tard, la morsure a commencé à devenir violette, contaminée par le venin. Il a alors rapidement attrapé Akira, et s'est enfui vers le fond de la forêt, tandis que le reste du groupe était encerclé par une quantité absurde de monstres, des créatures bizarres, qui ressemblaient à un mélange déformé d'araignées blanches. Shiki, effrayé, a demandé ce qu'étaient exactement ces choses, et Akio a répondu que c'étaient ses frères, tous issus des expériences infructueuses qu'il avait menées avec sa mère. L'un des monstres a alors coupé sa propre soie et l'a lentement libérée. Akio expliqua que toutes ces créatures étaient semi-intelligentes et extrêmement obéissantes envers lui,
car elle se souvenait d'une manière ou d'une autre des paroles qu'elles avaient entendues de la bouche de sa mère pendant les innombrables expériences. À ce moment-là, tous les monstres ont ouvert la bouche et ont commencé à répéter ces mêmes mots en utilisant la voix de Kumi. Ils ont appelé Shiki par son nom et ont dit en chœur « Je t'aime ». En assistant à cette scène si perturbante, Shiki fut submergé par des souvenirs de sa mère et ne put retenir ses larmes. Il tomba à genoux, totalement incapable de continuer à se battre. Nobimaru le félicita alors et lui dit qu'il s'était très bien battu, puis demanda à Kaban s'il était en colère. Kaban, qui était déjà complètement transformé, lui dit de se taire, puis s'approcha de Shiki et lui demanda s'il voulait qu'il fasse quelque chose à propos de tout cela. Shiki la saisit fermement par le bras et la suppliait de l'aider. Face à cela, Kabane a activé son mode combat total et a commencé à détruire les monstres sans aucune pitié, attaquant de tous côtés tout en laissant Nobimaru s'occuper de certains d'entre eux. Pendant ce temps, Inugami et Akira se sont retrouvés encerclés par un groupe de créatures monstrueuses. Inugami, réalisant la gravité de la situation, demanda à Akira de geler son bras pour empêcher le poison de continuer à se propager. À ce moment-là, une filleulaise aux cheveux roses surgit de la forêt et demanda aux monstres de se calmer. Les monstres cessèrent immédiatement d'attaquer, et elle dit avant toute chose qu'ils devaient soigner la blessure d'Inugami. Elle les conduit à une source et leur explique que l'eau possède des propriétés curatives très spéciales, souvent utilisées par les démons locaux lorsqu'ils tombent malades. Elle pense donc que cette eau pourrait également neutraliser l'effet du poison. Elle révèle ensuite qu'elle a besoin de leur aide pour convaincre Kabane et les autres de ne pas tuer Akio, car elle est à la recherche de réponses et doit les obtenir à tout prix. Après avoir expliqué cela, elle retourne avec eux, et pendant ce temps, Kabane finit de nettoyer les lieux et s'approche d'Akio, tout en récupérant lentement son bras qui avait été sectionné. Sans hésiter, il l'attrape par le col et le jette en direction de Shiki, lui demandant s'il veut en finir seul avec cette ordure ou s'il préfère partager la tâche avec lui. Shiki se lève alors et s'excuse d'avoir impliqué Kabane dans tout cela et de lui avoir sali les mains, affirmant qu'il voulait s'occuper lui-même d'Akio. À ce moment-là, la fille aux cheveux roses réapparaît, désormais aux côtés d'Inugami et d'Akira, et les supplie de ne pas le tuer. Akio l'appelle par son nom, Aya, et lui demande ce qu'elle fait à cet endroit. Elle lui ordonne de se taire et d'arrêter son numéro ridicule, puis exige qu'il révèle où il cache le cocon qu'elle a créé. Akio commence à sourire et répond que même s'il refuse de le dire, cela ne suffira pas à le tuer, car elle a besoin de réponses. Shiki est intriguée et se demande pourquoi Akio semble si préoccupé par Aya, se demandant si elle représente quelque chose de très important pour lui. Il en arrive rapidement à la conclusion qu'Aya doit être le fruit d'une recherche importante menée par Akio, et décide d'écouter ce qu'elle a à dire. À ce moment-là, Inugami s'approche et se propose de l'aider, offrant ses services de détective, et lui garantissant qu'il trouvera le cocon pour elle. Il affronte alors le regard moqueur d'Akio et rappelle immédiatement Mihai à la base, lui demandant d'utiliser son génie pour déduire où quelqu'un comme Akio aurait pu cacher un cocon de taille humaine. Mihai analyse toutes les données qu'ils ont recueillies sur Akio depuis le début de leur enquête, identifie 4 endroits possibles, et indique que parmi eux, la fontaine est le plus probable. En entendant cela, Aya et Shiki se précipitent vers cet endroit. Aya tente d'entrer dans la source, mais Shiki l'en empêche, disant qu'il va vérifier lui-même. Sans perdre de temps, il plonge dans la partie de la source éclairée par le clair de lune et finit par trouver sa mère allongée, inconsciente et enveloppée dans un cocon de soie rose. Soudain, il est attaqué par un autre de ses frères, mais il l'élimine rapidement comme s'il s'agissait d'un obstacle sans importance et revient avec sa mère dans ses bras. La jeune fille se met à pleurer, affirmant que sa mère est vivante car elle est elle-même la célèbre toile dorée, ce qui lui a permis de sauver la vie de sa mère en l'enveloppant dans sa soie curative. Peu de temps après, tout le monde arrive sur place et confirme que Kumi est bien vivante. Nobimaru explique alors qu'Akio n'avait aucune raison de tuer Kumi, car elle était une sorte de garantie pour garder Aya sous contrôle, en plus d'être un moyen qu'il avait trouvé pour créer encore plus de monstres de toile dorée. Sans hésiter, Shiki assomme Akio d'un puissant coup de poing et dit à Inugami qu'ils doivent, de toute urgence, emmener sa mère en lieu sûr. Il décide de la mettre dans la voiture et de retourner à Tokyo. Kabane demande à Shiki ce qu'il compte faire d'Akio. Il répond qu'il va détruire complètement tout le travail qu'il a accompli. Car après avoir vécu avec lui pendant tant d'années, il sait qu'il ne pourra pas publier ses recherches, ni être reconnu. Et pour Akio, cela serait pire que la mort elle-même. Ils retournent tous à Tokyo. Alors qu'Akio est dans la forêt en train d'élaborer de grands projets, Nobimaru apparaît et lui dit qu'après avoir croisé le chemin d'un renard, tout ce qui reste, c'est la mort, tôt ou tard. Et là, Akio est incinéré, et de retour en ville,
Inugami emmène tout le monde dans une clinique spécialisée, dirigée par une personne qu'il connaît bien. Ils frappent à la porte au milieu de la nuit. Inugami explique qu'Ohana est entièrement humaine et travaille comme vétérinaire, mais qu'au cours de sa vie, elle a sauvé d'innombrables démons animaux, ce qui l'a amené à prendre conscience de l'existence de ces créatures. Pour elle, toute forme de vie mérite d'être préservée. C'est pourquoi elle ne fait jamais de distinction. Elle permet à tout le monde de passer la nuit à la clinique, informe qu'Akumi est en bonne santé physique et que le coma semble avoir été auto-induit par lui-même, comme un moyen de défense suite à un traumatisme psychologique profond. Elle assure qu'elle va soigner Akumi rapidement, avec quelques médicaments, et demande à tout le monde de rester calme, affirmant qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Sur ce, tout le monde décide de se reposer, tandis que Shiki reste aux côtés de sa mère. Pendant ce temps, il discute avec Aya, qui se trouve à l'extérieur, se demandant si elle doit entrer ou non, car au fond, elle sent qu'elle ressemble au monstre qu'ils ont affronté dans la forêt. Shiki remarque qu'elle est là et l'invite à entrer, lui disant qu'elle devrait lui tenir la main, car d'une certaine manière, Akumi est aussi sa mère. Confuse, Aya lui demande pourquoi il ne l'a pas encore tuée, comme il l'a fait avec les autres démons, et Shiki lui explique que c'est grâce à elle que sa mère a survécu, et qu'elle a pris soin d'elle pendant toutes ces années. En entendant cela, Aya est émue, et se met à pleurer, puis demande si elle peut aussi l'appeler maman, et si elle peut appeler Shiki grand frère. Peu après, Akumi se réveille, et les serre tous les deux dans ses bras avec tendresse, les appelant chacun par leur nom. Sa mère ayant retrouvé ses forces, Shiki décide de rester là, jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Il dit qu'il a désormais une vraie famille, et qu'il va devoir repenser ses projets, car il ne pourra plus continuer à vivre avec le faible revenu qu'il avait auparavant. Pendant ce temps, une semaine s'écoule, et Kaban et Akira commencent déjà à beaucoup manquer à leur ami. À un moment donné, Inugami apparaît, disant qu'il a une nouvelle mission pour eux deux. Mais avant qu'il puisse expliquer, Shiki arrive, en disant que personne ne lui a dit qu'il avait quitté l'agence. Il dit qu'il n'a pas l'intention de partir avant d'avoir tenu la promesse qu'il a faite à Kaban, l'aider à retrouver ses parents. Peu après, Aya apparaît également, et Shiki lui dit que sa mère est partie ce jour-là, et lui a confié la responsabilité d'Aya. Aya commence à explorer le bureau, trouve Inugami, et lui dit qu'elle a également quelque chose à lui dire. Elle révèle qu'elle a décidé de travailler avec la médecin qu'elle a rencontrée auparavant, en l'aidant dans la clinique où elle prodiguerait des soins médicaux aux démons. C'est pourquoi elle veut qu'il rédige un contrat décent, car elle est sur le point de créer sa propre entreprise. Inugami écoute attentivement, et Shiki ne tarde pas à protester. Il rappelle qu'Aya n'a que 8 ans, et trouve absurde qu'elle envisage de créer une entreprise. Il demande à Kaban d'essayer de convaincre Aya d'abandonner cette idée, mais celle-ci, maligne comme elle est, rétorque qu'elle n'aurait pas besoin de travailler si son frère gagnait mieux sa vie, et cela lui a valu une belle gifle. Kaban soutient son idée, disant que si elle a les compétences nécessaires pour cela, il n'y a aucune raison de l'en empêcher. Aya sourit alors et acquiesce, ajoutant qu'elle l'a également vu en action dans la forêt et qu'elle a beaucoup aimé sa façon de penser. Enthousiaste, elle demande à Kaban s'il a une petite amie et, sans détour, l'invite à sortir. La jeune fille Tale est très directe et il répond timidement. Shiki et Akira sont sous le choc en voyant que leur meilleur ami a été invité à sortir par la petite sœur. Les deux s'évanouissent sur place, complètement choqués, et pendant ce temps, Kon apparaît et défie Kaban en duel. Elle était devenue plus forte, mais en voyant Aya près de Kaban, elle est immédiatement prise de jalousie. Alors que la tension entre les deux femmes monte, Inugami les interrompt et demande s'il peut retourner à sa mission. Il commence alors à expliquer que des rapports étranges ont été signalés à Harajuku, concernant des femmes au visage complètement mutilé. Selon lui, la nouvelle n'a pas été officiellement divulguée, mais tout indique qu'il s'agit d'un démon. Après tout, les visages ont été complètement arrachés, en entier, y compris le nez, la bouche, les oreilles et tout le reste. Alors que Shiki et Akira sont encore assommés par le choc précédent, Aya se porte volontaire pour accompagner Kaban, et Kon se propose également de les accompagner pour garder le contrôle. En arrivant à Harajuku, ils sont arrêtés par un policier. Kon tente de s'imposer en disant qu'elle fait également partie de la police, mais il l'ignore tout simplement, et lui dit d'aller jouer ailleurs. Après cela, Kaban prend les devants, et leur dit qu'ils font partie d'une agence de détectives. Le policier leur permet alors d'entrer, prétextant qu'il avait déjà été prévenu. À l'intérieur de la zone isolée,
Kaban remarque que l'odeur de démon est très forte, ce qui indique que le responsable est tout près. Kon décide de prendre les devants, et Kaban dit que comme les victimes étaient toutes des filles, il serait peut-être plus logique qu'elle mène l'enquête. Mais Kon s'énerve et lui dit de s'occuper de ses affaires. Cependant, lorsqu'elle apprend qu'il a l'intention de partir avec Aya, Kon se sent totalement mal à l'aise et confuse face aux sentiments qui commencent à naître en elle. C'est à ce moment-là que le démon spirituel apparaît et s'approche de Kon, lui offrant son aide, puis saisit Aya par les cheveux. Kaban réagit immédiatement en frappant le démon et sauve Aya. Puis l'être se révèle être responsable de toutes les attaques. Elle avoue être tombée amoureuse d'un bel homme qu'elle a vu de l'autre côté de la rue, mais comme elle est un esprit, personne ne lui prêtait attention. Elle a alors eu la brillante idée d'emprunter le visage de belle femme pour essayer d'attirer son attention. Mais tout a mal tourné. Kaban, très sérieux, répond que le véritable amour consiste à offrir quelque chose à l'autre, et non à voler. L'esprit interroge Kaban sur ce qu'il comprend réellement de l'amour, puisqu'il n'arrive même pas à être gentil avec la fille, qui est toujours à ses côtés, Kon. À ce moment-là, tout le monde regarde Kon et lui demande ce qui lui arrive. Visiblement agacée, elle explose en disant que d'habitude, tout était amusant. Elle dit qu'elle aimait être avec Kaban et trouvait tout cela passionnant. Mais depuis qu'Aya est apparue, elle a commencé à ressentir quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Et ce sentiment confus la pousse à essayer d'attaquer Aya. Cependant, avant que quelque chose de pire ne se produise, Kaban intervient et empêche l'attaque. Ku s'enfuit alors, se rendant dans un parc complètement bouleversé. Pendant ce temps, Aya fait preuve de compassion en aidant l'esprit, l'enveloppant dans sa soie magique et le transformant en une forme plus belle et plus sereine. Une fois cela réglé, tout le monde rentre à la maison. De retour à la résidence, Kaban fait remarquer qu'Aya a réussi à mener à bien la mission toute seule, et en guise de remerciement, ou peut-être de provocation, elle lui donne un baiser sur la joue, qui fait à nouveau s'évanouir Shiki de honte. Et bon sang, Aya est vraiment cool, elle est très offensive, et aussitôt après, elle lui demande sans détour s'il accepterait la relation si elle décidait d'épouser Kaban. Après cela, Aya s'en va, et Kaban se rend au parc où Ku s'est caché. Il secoue intentionnellement un arbre jusqu'à ce que sa renarde préférée en tombe. Il lui offre des mots réconfortants qui apaisent Ku et la font sourire à nouveau. Elle, qui a toujours été confuse, rêvait d'être la numéro 1 d'Inari, mais maintenant, elle semble aussi vouloir occuper une place spéciale dans le cœur de Kaban. Comme toujours, il répond avec sincérité, lui souhaitant bonne chance, car il ne comprend pas vraiment ce que cela signifie. Le lendemain, Aya arrive tôt pour voir Kaban, mais Ku arrive aussi à temps et le défie dans un combat. Pendant ce temps, Akira intervient et exige qu'il choisisse enfin qui sera son véritable amour. Kaban, direct comme toujours, répond que s'il devait avoir un amant, ce serait Inugami. Il se souvient de ce qu'il a appris lors de l'affaire du chat démoniaque, et sa réponse laisse tout le monde sous le choc. Quelques jours plus tard, le frère aîné d'Akira, Yu, arrive à Tokyo. Akira et Yu sont nés dans un village enneigé, isolé dans les montagnes de la région d'Amore. Ce village béni était habité presque exclusivement par des femmes. Et tous les 100 ans, l'improbable se produisait. Un homme naissait, mais cette fois-ci, quelque chose d'encore plus inattendu s'est produit. 2 frères sont nés, et l'aîné a été choisi pour devenir le chef du village. Malgré cela, le véritable pouvoir était entre les mains des femmes, qui dominaient toutes les décisions politiques et contrôlaient les droits de chasse. La légende locale parlait d'un artefact spécial connu sous le nom de pierre nulle, qui était conservé en sécurité au sommet d'une montagne, dans un sanctuaire près du village. On disait que le village tout entier avait été créé dans le but de protéger cette pierre, et, au fil des générations, celle-ci avait été utilisée pour aider à maintenir le bien-être des habitants et garantir le succès du nouveau chef. Cependant, en grandissant, Yu s'est rendu compte que le village avait un côté sombre et égoïste. Les dirigeants étaient plus intéressés par la préservation de leur pouvoir que par la protection des autres. Face à cela, il a décidé de s'enfuir en emmenant Akira avec lui. Pour pouvoir partir, il a proposé un accord. Il accepterait le rôle de chef du village, à condition qu'elle laisse son frère partir. Elles ont accepté, mais peu de temps après, elles ont envoyé des assassins à sa poursuite dès qu'il a quitté le village. En découvrant tout cela, Yu court immédiatement vers le sanctuaire et active le pouvoir de la pierre, effaçant complètement le village de l'existence. Puis il commence à descendre vers l'endroit où il pense trouver son frère. Pendant ce temps, Akira est secouru par un groupe de voyageurs humains qui l'emmènent à Tokyo. Depuis, il vit aux côtés de Nogami, dans l'espoir de retrouver un jour son frère disparu. Yu arrive enfin à Tokyo, déterminé à obtenir des informations sur l'endroit où se trouvent Nogami et son frère Akira. Pendant ce temps,
Akira continue d'aider au bureau, comme d'habitude, mais avec sa nature maladroite. Il finit par causer encore plus de problèmes au lieu d'aider, et son manque de compétences irrite Shiki et Kaban, qui le traitent constamment d'inutile, le laissant très abattu. Pour aggraver les choses, Yu déchire accidentellement la peluche qu'Akira chérit tant, car elle porte le nom de son frère. Heureusement, Mihai répare le jouet et y apporte même quelques améliorations, optimisant ses fonctions. Découragé et émotionnellement bouleversé, Akira écrit une lettre d'adieu, range ses affaires et quitte le bureau, alors qu'il marche sans but. Il finit par croiser son frère aîné, et les deux se retrouvent enfin après tant d'années. Yu lui demande s'il a été hébergé par quelqu'un du nom d'Inugami, et Akira répond que oui, mais qu'il n'est plus là-bas, car il estime qu'il n'est plus nécessaire à cet endroit. Sans en dire beaucoup plus, Yu invite Akira à le suivre hors de la ville. Malgré le comportement froid de son frère, même pour un démon des neiges, Akira s'en moque, car il est submergé par le bonheur d'avoir retrouvé son frère. À la périphérie de la ville, Yu demande à Akira à quoi ressemblerait la maison de ses rêves. Puis, utilisant ses pouvoirs, Yu construit un immense château de glace, suivant exactement la description que son frère lui a donnée. Peu après, il entre dans le château et le remplit de meubles également faits de glace, demandant s'il souhaite autre chose. Akira, enthousiaste, décide de prendre quelques photos de l'endroit. Mais Yu réagit mal. Il prend l'appareil des mains de son frère et le détruit d'un coup de pied, puis le congèle complètement, le plongeant dans un véritable enfer glacé. Il annonce ensuite qu'il va sortir chercher de quoi manger pour eux deux, et enferme Akira dans le château à l'aide de ses pouvoirs. Pendant ce temps, Kaban et Shiki ont du mal à gérer le bureau, en l'absence d'Akira. Les tâches simples qu'il avait l'habitude d'accomplir s'accumulent désormais, et les deux finissent par se disputer à cause du désordre. Cela leur fait réaliser que même s'il était maladroit, Akira était essentiel pour maintenir l'harmonie entre eux. Avec cela à l'esprit, ils décident qu'ils doivent le ramener et vont parler à Inugami de la situation. Inugami accepte de les aider, mais il est interrompu par une nouvelle à la télévision. Un gigantesque château de glace est mystérieusement apparu à la périphérie de la ville, et de nombreuses personnes se rendent sur place pour voir le phénomène. Tout le monde s'y rend et tombe nez à nez avec Yu qui sort du château. Il tente d'attaquer la foule, mais Inugami parvient à lui tirer dans la main, interrompant ainsi son attaque. Yu demande qui ils sont, et Inugami répond en donnant son nom, remarquant en même temps qu'une pierre est incrustée dans la poitrine d'Yu. Cette pierre est connue comme l'opposé de la pierre de vie, car elle draine l'énergie vitale de son utilisateur en échange d'un immense pouvoir destructeur. Intrigué, Inugami demande ce que le démon du village de Suno fait à l'intérieur de Yu. Yu affirme qu'il n'a pas à rendre de compte, mais reconnaît qu'Inugami s'est occupé de son petit frère pendant si longtemps qu'il mérite au moins un geste de gratitude. Shiki confirme qu'il est bien le frère d'Akira et demande où il se trouve. Yu veut alors savoir quel type de relation ils ont avec son frère, et lorsqu'il apprend qu'ils sont ses amis, Yu décide de les geler et de les emmener dans le château, où il les utilisera comme décoration vivante. Alors qu'Akira découvre que son ours en peluche est désormais équipé d'un projecteur intégré et d'un accès à internet. Après avoir vaincu Inugami et les autres, Yu crée une baignoire et un lit de glace pour Akira. Il l'invite à venir voir son nouvel espace. Akira descend joyeusement, mais il se désespère rapidement en voyant ses amis transformés en statues de glace. Il s'agenouille et demande à son frère pourquoi il a fait tout cela. Yu, faisant comme si de rien n'était, lui demande s'il se sent bien et lui dit qu'il va sortir chercher un peu de menthe. Pendant son absence, la peluche commence à parler à Akira et lui révèle que ses amis ne sont pas morts, mais seulement gelés, et qu'il faudra du sel pour les faire fondre. Elle lui demande également de la placer entre eux, car son énergie mécanique peut les aider à les réchauffer. Akira ment alors à son frère, lui disant qu'il a besoin de sel pour prendre soin de sa peau. Celui-ci part sans se douter de rien, mais le referme à clé, une fois qu'il était parti. Kaban parvient à briser la glace en cassant son propre corps et à se régénérer. Il se lève, déterminé, disant qu'il va affronter Yu, et demandant à Akira de retourner au bureau et de se réconcilier avec tout le monde. Peu après, Kaban apparaît avec Akira, et les deux reviennent avec un peu de sel. À ce moment-là, Kaban annonce qu'il a décidé de mettre fin à ses activités avec l'agence. Il dit à Akira qu'il est temps de laisser ces gens derrière eux. Il est épuisé par tout cela, et dit qu'il veut vivre près de la mer, dans un endroit plus calme et plus éloigné. Alors que les deux s'en vont, quelque chose d'inhabituel se produit. La peluche commence à parler de manière mystérieuse, et révèle à Kaban qu'il y avait un plan caché derrière tout cela.
L'idée était de dissoudre Inugami et Shiki en utilisant le sel comme arme. Kaban commence à assimiler toutes ces informations et tente rapidement d'agir, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Inari apparaît soudainement par l'entrée principale. Elle s'approche de Kaban et lui demande s'il est prêt à lui remettre la pierre de vie. Elle révèle ensuite que la pierre nulle a également un lien avec ses parents, et qu'elle est en fait une extension de la pierre de vie elle-même. À ce moment-là, la peluche recommence à parler, mais cette fois-ci avec la voix d'Inugami. Il explique qu'il parvient à communiquer grâce aux ondes cérébrales et au cœur de son propre corps. Il transmet un message important à Kaban, et Inugami dit à Kaban qu'il doit courir et retrouver les deux frères le plus vite possible. Il rassure Kaban en lui affirmant qu'Inari ne fera encore des rien contre eux, qu'il n'a donc pas à s'inquiéter pour l'instant, et qu'il doit simplement se dépêcher. Sans perdre de temps, Kaban s'enfonce encore plus profondément dans la forêt, déterminé à retrouver les frères qui portent le sang des démons des neiges. Pendant ce temps, Nobimaru tend une embuscade pour surprendre Yui. Il emprisonne Akira dans une structure de glace semblable à une cage et engage un combat intense contre Nobimaru, faisant preuve d'habileté digne du véritable maître de la glace. Nobimaru tente d'équilibrer le combat en activant son mode Firefox et lance une technique spéciale qui consiste à créer des clones à la manière de Naruto. Mais Yui ne se laisse pas intimider et traverse les clones avec facilité. Maintenant, Nobimaru à distance sans lui laisser la possibilité de s'approcher. Avec la collision entre la glace et le feu, un épais brouillard commence à envahir la région, rendant la visibilité difficile. À ce moment-là, Yui se laisse distraire en entendant la voix d'Akira lui-même, qui l'avertit de l'approche des flammes. Profitant de cette occasion, Nobimaru tente d'arracher la pierre nulle de la poitrine d'Yui, mais dès qu'il la touche, il commence à sentir son énergie vitale se vider. Sa main est touchée, et ils se blessent tous les deux dans le processus. Furieux, Nobimaru se rend compte qu'Inari l'a utilisé comme cobaye uniquement pour comprendre le fonctionnement de la pierre nulle, et il la maudit pour cela. Malgré tout, il décide de rester calme et commence à élaborer de nouvelles stratégies pour capturer Yui sans le tuer. À ce moment précis, Yui contre-attaque avec des lances de glace, manquant de peu Nobimaru, mais Kaban arrive à temps et donne un coup de pied précis qui éloigne l'ennemi de la portée de l'attaque. Conscient du danger de la situation, Kaban décide d'aider Nobimaru, et ensemble, ils commencent à réfléchir à un moyen de neutraliser Yui, qui est complètement hors de contrôle. Nobimaru dit qu'il est presque impossible de s'approcher de lui, car n'importe qui serait immédiatement gelé. Mais une idée surgit alors. Peut-être que Kaban pourrait réussir à s'approcher d'une manière ou d'une autre. Pour cela, Nobimaru enveloppe Kaban de flammes, créant une sorte d'armure de feu. Avec cette protection, Kaban se prépare à affronter la glace mortelle de Yui, qui commence à s'effondrer. Pendant ce temps, Akira parvient à se libérer de l'endroit où il était coincé et court pour essayer d'enlever la pierre de son frère. Mais dès qu'il touche la pierre, tous les souvenirs sombres liés au parcours du navigateur de Yui envahissent son esprit. Il finit par être profondément ému et pleure. À ce moment-là, Kaban apparaît à nouveau et dit qu'il va aussi aider. Il crache la pierre de vie sur la pierre nulle et les deux finissent par fusionner et devenir la seule pierre puissante, l'énergie de la pierre nulle étant neutralisée. Le château commence à s'effondrer et Inugami et Shiki reviennent à leur état normal. Inari tente toujours de s'emparer de la pierre, utilisant son éloquence pour tromper tout le monde avec des mots bien choisis. Mais Inugami arrive juste à temps et démasque toutes ses intentions. Il parvient à récupérer la pierre et la rend à Kaban et Yui. Après tout cela, le groupe se rend à la clinique d'Ohana, où Aya soigne les blessures de tout le monde. Là, une conversation sincère a lieu entre Yui et Akira. Yui ressent le poids énorme de toutes les vies qu'il a prises et décide qu'il doit gérer cela seul. Mais Akira, rassemblant tout le courage qu'il a réussi à trouver après un long moment, gifle Yui et lui dit la vérité. Il doit arrêter de vouloir tout porter seul et apprendre à faire confiance aux personnes qui sont à ses côtés. Une fois tout cela réglé, Kaban demande à Yui s'il sait quelque chose au sujet de ces pierres, car elles pourraient être la clé pour retrouver ses parents. Yui mentionne alors l'incident de Kemono. Inugami explique que l'incident de Kemono était en fait le nom d'une guerre ancienne qui a eu lieu il y a plus de 1000 ans entre les humains et les démons, pour éviter qu'une telle chose ne se reproduise. Les démons les plus puissants de l'époque ont scellé leur pouvoir dans des objets spéciaux et les ont laissés en héritage à leurs descendants, afin qu'ils puissent être contrôlés à l'avenir. Cela signifie que les parents de Kaban étaient peut-être des membres importants d'un clan démoniaque très puissant. Fort de cette information, le groupe décide de se lancer dans une quête pour découvrir ses véritables origines. Une fois tout réglé,
Akira annonce qu'il va voyager avec son frère et prend un congé temporaire de l'agence. Au même moment, Inugami dit à Kaban qu'ils ont désormais une nouvelle piste sur la localisation de ses parents et qu'ils vont donc eux aussi partir en voyage à la recherche d'autres indices. Shiki décide de rester avec sa mère et sa sœur et s'engage à s'occuper du bureau pendant que tout le monde sera absent. Il dit au revoir à Kaban en lui souhaitant bonne chance dans son voyage. Pendant ce temps, Inari élabore un nouveau plan. Elle décide d'utiliser Kon contre Kaban, lui confiant la mission de gagner sa confiance et d'obtenir subtilement les deux pierres, celle de la vie et celle du néant. Avant de partir, Kaban demande s'il peut passer au parc pour voir Kon. Elle apparaît aussitôt, surgissant de derrière un immeuble, tout excitée, disant qu'elle va aussi l'accompagner dans son voyage. Inugami observe la situation d'un œil attentif et autorise sa participation, même s'il se méfie, prévoyant déjà qu'Inari a envoyé Kon avec une intention cachée. Et c'est ici que se termine notre vidéo. Cet anime est très intéressant, il comporte de bons moments dramatiques, et est assez intense, même s'il s'agit d'une histoire très suspecte avec plusieurs enfants. Mais il n'en reste pas moins un anime intéressant. Alors si vous avez aimé, laissez un like, commentez ci-dessous pour nous aider, et merci d'avoir regardé jusqu'ici. On est ensemble, que Dieu vous protège, merci, à plus.